Bonjour messieurs, bienvenue dans la bulle de scénario.com. Philippe déjà venu ici, Bernard c'est la première fois. Bonjour. Bienvenue. Alors nous sommes là pour parler de Kennedy's, le gros roman graphique de ce mois-ci. De cette année, tu veux dire? On verra, il y a Le plus gros roman graphique du siècle. du XXe siècle. Comment est venue l'idée de ce projet? C'est une illumination. Non, je disais, j'avais offert la bombe à mon fils en décembre 2020, parce qu'il avait le projet Manhattan au programme. Et donc pendant 6 mois, il m'a tanné pour que je lise. Il m'a dit, tu verras, c'est génial, il faut que tu le lises. Et donc c'était fin juin 2021, j'étais encore enseignant, mais fin juin, donc j'avais pas de copie à corriger, pas de cours à préparer. Et donc je me suis posé, je me suis dit, tiens, je vais enfin lire la bombe. Et en fait, j'ai commencé à lire 1 page, 2 pages, et à la page 3, là où il y a le dinosaure, je me suis arrêté, j'ai regardé le bouquin, et je me suis dit, Kennedy, il faut faire la même chose sur Kennedy. Et de suite, j'ai appelé Franck Marguin, mon éditeur chez Glénat, qui est aussi l'éditeur de la bombe. Et je dis, Franck, j'ai la bombe entre les mains. Il me dit, t'as vu, c'est moi qui l'ai édité, c'est génial, tu as aimé et tout. Je fais non, je me suis arrêté à la page 3. Je dis, mais en fait, si je faisais la même chose sur Kennedy. Et il me dit, mais Kennedy, quoi, l'assassinat? Je dis, non, pas l'assassinat forcément, il faut que je creuse. Plutôt, on pourrait parler du père, du frère, etc. Mais il faut que je creuse l'histoire. Il me dit, bah écoute, on est fin juin, là, juillet-août, c'est pas la bonne période. Et pour la rentrée, tu me prépares une sorte de synopsis, quelques pages de notes d'intention, et puis on voit si c'est faisable ou pas. Et 2 mois après, je me tapais je sais pas combien de livres déjà, j'avais écrit 90 pages de scénario, plusieurs pages de notes d'intention, et voilà, c'est passé. Et je leur ai dit, il faut que ce soit sur le même format que la bombe, c'est-à-dire un one-shot, pas plusieurs volumes, quoi. Un gros one-shot avec une sorte de livre-somme, de Bible sur les Kennedy. Ok. Et tu pensais déjà à Bernard pour le dessin? Oui, j'avais pensé déjà à Bernard, j'avais un autre projet qui avait pu se faire parce que c'était un autre dessinateur qui avait été pris par Dargaud, donc sur un autre éditeur. Et Bernard, j'avais proposé Kennedy parce que je pense que ton style serait parfait parce qu'il faut vraiment un trait super réaliste. Et puis je sais que tu as un rythme de travail qui peut être impressionnant. Donc voilà, est-ce que tu es prêt à te lancer dans l'aventure? Et puis voilà. Je crois que 2 pages de test et puis ça se décide très vite. Tu avais un album à finir. Oui, c'est ça, j'avais un album à finir et en fait on avait fait les tests avant et donc ça s'est enchaîné à 2 mois près, quoi. Et quand tu as dit que la BD ferait 538 pages, tu n'as pas eu peur? Tranquille. Là, au départ j'avais dit 450, j'avais dit je ferais 3 chapitres de 150 pages. Et alors j'ai pas découpé, mais j'estimais à peu près le nombre de chaque séquence. Dans chaque chapitre, donc il y a des séquences. Et on s'y est tenu, sauf pour le premier, je crois que tu as fait 187 pages. Oui, 250. Mais après, au début, je me suis vraiment lâché et du coup, je faisais un découpage qui était plus léger, de 3, des fois des doubles pages et tout ça. Et après, quand je me suis rendu compte qu'on était qu'au premier acte et que j'avais déjà 30 pages de trop, et je me suis dit, non, mais là, on va trop dépasser, on serait arrivé à 600. Donc, j'ai resserré le découpage par la suite et du coup, on revenait à 150 par chapitre et là, c'était plus correct. Donc mais là, on fait quand même 538 ou 450. Oui, c'est vrai. L'éditeur a suivi, ça c'est bien. Donc tu as parlé de 3 chapitres. Donc c'est vrai que ce livre est divisé en 3 chapitres. Et tu as choisi un thème par chapitre. En gros, un thème, je dis en gros, mais c'est sur la famille Kennedy, mais c'est un thème différent. Le premier, c'est sur le père. Alors en fait, je voulais faire le deuxième sur les frères, et le troisième, l'assassinat. Voilà, en fait, je voulais faire comme ce sont des catholiques, je trouvais ça toujours très symbolique. Quand j'écris, il y a des symboles partout, des easter eggs, il y en a à toutes les pages ou presque. Peut-être pas dans Kennedy, mais dans d'autres BD. Mais je me disais, pour des catholiques, une trinité, quoi, au nom du père. Donc Joe, l'ascension l'ascension. Et en fait, comment Joe a pu instaurer façonner cette dynastie. Ensuite, au nom des fils, donc surtout avec l'accent mis sur Joe Junior, l'aîné qui était le premier, l'élu, celui qui devait être le premier président catholique des États-Unis. Et ensuite, 3e partie, au nom des autres, et donc sur l'assassinat et aussi avec des flashbacks sur la présidence, mais avec quand même pas mal de pages sur ce qui s'est passé le 22 novembre 1963 à Dallas. Par contre, tu ouvres le récit sur une scène très forte où on voit le père Kennedy laisser sa fille
se faire lobotomiser. Ouais, en fait, c'est toujours pareil. J'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est super important. Enfin, j'attache beaucoup d'importance au début, aux scènes d'exposition. Je dis toujours, voilà, les 3 ou 5 premières pages, il faut vraiment qu'elles soient percutantes. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour donner envie au lecteur de tourner les pages et de voir ce qui va se passer ensuite. Et là, je me disais, je commence par quoi? Par l'assassinat, par une séquence, le fameux style, enfin, l'arrêt sur image 313 du film de Zapruder, où il prend une balle dans la tête. Et je me suis dit, non, mais en fait, je commence avec la lobotomie, où on voit en quelques pages, en fait, à quel point l'ambition démesurée de Joe Kennedy, qui a fait lobotomiser sa fille parce qu'elle menaçait la réputation des Kennedy. C'est une scène terrible. D'ailleurs, ça fait une ambiance quand même, ça pose l'ambiance et tu dis, voilà, ça va être quelque En chose. tant que lecteur, ça marque. Ouais, ça marque. Ouais. C'était fait exprès. On se dit, putain, le père, c'est un salopard, quoi. Oui, alors c'est ça, c'est un margoulin, un salopard, c'est un mec qui a fricoté avec la mafia, avec tout le monde, quoi, et qui a magouillé au niveau des banques, enfin, qui s'est enrichi aux dépens des autres. Il serait poursuivi plusieurs fois au tribunal, il sera en prison à notre époque, il a fait des délits d'initiés, en veux-tu, en voilà. Mais voilà, comme je dis dans la postface, il faut lui je ressens quand même une sorte d'admiration coupable pour lui, parce qu'il était extrêmement résilient, il s'est sorti de toutes les situations, il a même été nommé ambassadeur des États-Unis en Angleterre pour un Irlandais d'origine. Enfin, c'est quelque chose, un pied de nez absolument énorme, quoi. Voilà, il était directeur de la SEC, donc le gendarme boursier, alors qu'il avait volé les banques, les entreprises, etc. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement, ouais, je l'ai dit, résilient, mais voilà, qui a tout fait en fait uniquement pour sa famille. Oui, de toute façon, là, tu résumes vite fait. Mais quand tu en lis le livre, on comprend mieux le personnage, je crois. Et quand il fait ces actes-là, on le voit agir et comment il agit. Oui. C'est pas fait facilement, quoi. C'est ça, et puis il faut dire aussi, c'est tout le monde, quand on dit Kennedy, alors on pense à JFK ou Jack, parce qu'il faut l'appeler Jack, tout le monde l'appelait Jack, on pense à Jackie Kennedy, mais le père est complètement oublié. Et c'est un universitaire américain qui nous a confirmé ça quand on a fait les rencontres au Mans, spécialiste donc, de la civilisation américaine, qui nous a dit, en fait, Joe Kennedy, tout le monde l'a oublié, alors qu'il est à l'origine de tout. Donc là, on parle de sa partie politique, bancaire, comment il réussit dans la vie. Et on voit aussi comment il éduque ses enfants. Oui. Alors il les éduque, ouais, surtout ses fils, quoi. Hein, il est très. Alors il y a lui, puis il y a Rose aussi, hein, c'est la mère qui a très peu d'empathie pour les autres. Hein, et d'ailleurs, c'est réciproque. Hein, on voit d'ailleurs plusieurs scènes où on voit que Jack, donc John, il a pas forcément beaucoup d'affection pour sa mère, comme elle n'a pas pour lui non plus, quoi. Donc lui, il était plutôt, il a essayé de donner l'exemple, pas forcément le bon exemple à ses garçons. Oui, ça va dans le livre. Parce que le père était quand même un coureur de jupons, et les fils ont suivi le aussi. Hein. Oui, souvent ce qu'on disait, c'est en fait il y a un parallèle énorme où quand il investit dans le cinéma, il est l'amant du plus grand sex symbol du cinéma des années 20 et des années 30, Gloria Swanson, qui est adulée. Alors, beaucoup de gens l'oublient maintenant, ce qui est bien dommage, et son fils fera pareil avec Marilyn. Ouais. Donc dans la deuxième partie, là tu vas plutôt aborder les deux frères, Joe et Jack. Et tu vas montrer... Joe est arrivé à être le héros. Et en fait c'est Jack qui va devenir le héros. Et Joe va périr de façon... Oui, de façon, on va dire, oui, stupide. Mais en fait, c'est ça, c'est la jalousie. Donc c'est pour ça, chaque chapitre, chaque partie, en fait, je mets une citation, un extrait, et il n'y a rien d'innocent. Notamment, par exemple, pour la lobotomie de Rosemary, je mets un extrait d'Iphigénie, de Racine. Iphigénie qui devait être tuée par son père, c'est ce qui se passe pour Rosemary. Et là, je mets Alès d'Éden, avec James Dean, avec Abel et Cain, quoi, les deux frères, l'un qui est le favori de son père et l'autre non. Et en fait, c'est ça, Joe Junior était le favori du père, c'était celui qui devait être l'élu. Sauf qu'ils n'arrivaient pas à imaginer, les parents, que Jack avait un QI supérieur à celui de son frère, parce qu'il était son souffre-douleur, parce qu'il était plutôt à part, parce qu'à l'école, il était un peu le bazar, parce qu'il était toujours un peu la tête en l'air, perdu, et que lui, alors, la politique, ça ne l'intéressait pas du tout. Lui, il voulait être journaliste, il voulait écrire, lui. Et donc, il a été obligé de prendre la relève, puisqu'en fait, il a été un héros de guerre avant son frère. Tous les deux sont partis dans la guerre.
sont partis à la guerre, pardon. Et Jack, lui, en fait, il devait être planqué. C'est-à-dire son père voulait absolument, comme il était malade tout le temps, il avait le dos pété, il voulait qu'il soit planqué, sauf que lui, non, Jack, il a voulu partir se battre, et il a sauvé, quand son petit boat, son patrouilleur-torpilleur, s'est fait prôner par un croiseur japonais, ils étaient 13, il y en a 2 qui sont morts, mais les 10 autres, c'est lui qui les a sauvés, notamment 2 qu'il a tirés avec le gilet de sauvetage entre les dents. Il les a amenés sur une île, et puis la nuit, il faisait les îles à la nage, et rejoignait d'autres îles pour trouver des secours, dans une mer infestée de requins, avec un dos en compote. Enfin, c'est vraiment... Et il est devenu un héros de guerre, ce qui a rendu son frère très jaloux. Et donc Joe, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu donc faire pareil, donc il est monté dans un avion, et donc c'était des missions suicides, où en fait les avions étaient complètement vidés de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, bourrés d'explosifs, et il décollait de la côte anglaise, et il devait foncer sur les lanceurs de missiles V2 à Calais, et sauter juste avant en parachute. Il n'a pas eu le temps de sauter en parachute, l'avion a explosé en vol, sûrement un problème technique, une étincelle, et donc voilà, et c'est Jack qui a pris la relève, contraint et forcé. Oui, donc tu ne donnes pas justement, tu laisses des pistes sur l'explosion de l'avion, parce qu'on voit un mécano qui te parle, qui dit je crois qu'il y a des problèmes électriques. Ouais, il a été prévenu, ouais. Mais tu laisses des pistes, tu dis pas vraiment que c'est ça qui a fait sauter l'avion. Oui, voilà, parce qu'on ne sait pas en fait. Ouais. Mais en tout cas, j'ai vu le témoignage parce que c'est toujours pareil, c'est dans les recherches qu'on trouve des trucs que tu ne trouves pas sur Wikipédia. Parce que sur un bouquin comme ça, c'est pas sur Wikipédia que tu trouves les informations, c'est dans les bouquins, dans les lettres, les correspondances, les témoignages, les dépositions. Enfin, c'est un travail de fourmi, quoi. Et donc j'ai lu le témoignage de ce gars, du mécanicien, qui il disait il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes électriques sur cet avion, il faut faire attention. Voilà. Mais à peu près comme tous les Kennedy, ils avaient une relation particulière avec la mort, surtout Jack. Jack c'était un trompe-la-mort, c'est-à-dire il était vraiment, il était condamné depuis la naissance, et même le jour de son assassinat, il savait le matin à 10h, quand il ouvre la fenêtre de sa chambre à l'hôtel, et qu'on lui dit attention monsieur le président, il dit il pourrait y avoir un tireur embusqué en haut de l'immeuble en face qui me tirerait une balle dans la tête, et puis il se passerait quoi, voilà, c'est ce qui s'est passé 2 heures après, 2h30 après, à 12h30, il était mort, quoi. Et dans ce podcast, tu parles beaucoup des frères, mais ne t'oublie pas le reste de la famille. Il y a une de ses sœurs qui va périr dans un accident d'avion. Qui était sa sœur préférée, qui était très dynamique et tout, et qui était complètement reniée par sa mère, parce qu'elle avait épousé un protestant anglais, un lord anglais. Et d'ailleurs, elle n'est même pas venue, il n'y a que le père qui est venu à son enterrement, elle a refusé d'y aller. Mais après, pas plus que ça en fait, je voulais vraiment me concentrer sur, je parle de Kathleen beaucoup, de Rosemary évidemment, mais après Eunice, Pat, etc. Voilà, sinon je parle d'elle quand elles aident Jack pour les élections, d'abord du Congrès, après sénatorial, après présidentielle. Mais après, je voulais pas, il faut rester sur... Les plus jeunes, tu restes un peu plus discret. Il faut dire à Bernard, il faut demander à Bernard, si après on fait un 2, on en parle. Si on fait une suite, on développera après. Des petits enfants. Et je veux dessiner Schwarzenegger, en fait. C'est ça. Chaque fois, il faut se motiver, Donc, on va aborder la 3e partie. Là, c'est l'assassinat. Et très compliqué à écrire. La façon dont tu l'as abordé, justement, cette scène avec les 2 personnes qui vont parler de ce moment-là, et que tu vas détailler, dans le détail, et tu vas rentrer dans le... En fait, tu vas pas rester dire que c'est Lee Harvey Oswald qui a tué JFK. Parce que quand on te lit, tu dis les sous-entendus. Il y a des sous-entendus derrière, qu'on comprend bien qu'il y a quelque chose derrière qui s'est passé. Oui, c'était... je voulais vraiment pas, on en avait parlé avec Bernard d'ailleurs, je voulais vraiment pas dire, voilà les gars, je sais qui a tué Kennedy, il faut rester à son niveau et avoir beaucoup d'humilité. Et en fait, je présente d'ailleurs dans le débat, j'ai pris ces 2 personnages, donc un représentant du Congrès et un journaliste qui l'interroge parce qu'il veut écrire un livre sur l'assassinat. Et donc ça me permet donc d'avoir une discussion, puis il raconte, etc. Et donc ça permet de rebondir sur l'assassinat. Je pense que c'est un bon procédé pour pas être trop lourd, trop didactique. Mais en fait, je présente des arguments pour la thèse du tireur isolé, donc Oswald seul tireur, et des arguments contre, c'est-à-dire avec donc l'hypothèse d'un complot, et c'est pas un terme dévoyé ici, le complot, parce que c'est nécessaire dans l'histoire de Kennedy, donc l'hypothèse d'un second tireur. Voilà, j'essaie de présenter tous les éléments, parce qu'il y a des éléments qui sont valables des 2 côtés, sans prendre de parti, même si on comprend à la fin qu'il est absolument impossible
absolument impossible que lire Harvey Oswald et tuer seul et puis faire un carton plein à la dernière balle. Le fusil qui n'était pas pour lui, fusil qui tirait, qui était faussé, enfin bon bref. De là où il était. Et de là où il était, à la distance où il était. C'est débile. Mais le mouvement de la tête, par exemple, en arrière, c'est possible. Ça peut arriver. Des fois, c'est ce qu'on appelle le jet effect. La tête peut aller dans le sens d'où vient la balle. C'est absolument hallucinant, mais c'est physiquement prouvé. Voilà. Après, j'ai oublié ce que je veux dire. C'est pas grave. Ouais, ça revient. Dans ton dessin, dans cette partie-là, donc tu dessines bien les visages des présidents, de sa famille, tout ça. Par contre, à ce moment-là, tu vas prendre 2 acteurs de cinéma pour jouer le représentant du Congrès et le journaliste. Donc c'est Tommy Lee Jones et William Shatner que tu as pris. C'est ça. Et pourquoi tu as choisi ces deux-là Comme ça, c'était juste... il fallait un congressman et il fallait un journaliste. Ça se passe dans les années 2000. Donc je me suis dit, c'est comme ça. En fait, je fais toujours ça. Quelle que soit la BD que je fasse, quand c'est réaliste, je cherche toujours des modèles connus. Ça peut être des écrivains, ça peut être des journalistes, des chanteurs, des comédiens. Mais je me suis rendu compte, en fait, je l'ai fait là, machinalement. Je me suis dit, peut-être lui, il collerait bien. Fichtner, c'est vraiment les années 2000, c'est Prison Break. Et je m'étais dit, bon, ça colle bien et tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte, mais une fois c'était trop tard, que prendre des comédiens, ça induit dans la tête des lecteurs qu'il est possible que Tommy Lee Jones ait participé à l'enquête. Ça peut. Moi, ça m'a fait penser tu rendais hommage au film de Liverstone. Tommy Lee Jones, c'est dans le film. Oui. Fichtner, je ne me rappelle pas, mais Tommy Lee Jones. Fichtner, il est en Prison Break. Ah oui, il faisait que les shows dans JFK. Tommy Lee Jones, je pensais au début que c'était un hommage à ça. Alors, non, mais Fichtner. Fichtner, vraiment, c'est parce qu'il a la tête de l'emploi, c'est tout. Et donc, là, je reviens sur je retrouve ma question. Quand tu développes l'encombrement assassinat et tu parles des témoins, ça, et on découvre que beaucoup de témoins ont été suicidés d'office. Ils ont été suicidés d'une balle dans la tête, sous l'écrasé de voiture. Ça, on ne savait pas trop, ça, en tant que public. Ça, je pense que j'ai découvert avec ton livre. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Quand je parle que l'idée du complot est nécessaire, il y a beaucoup de gens qui connaissent la commission Warren. Donc cette commission nommée par Johnson et qui a fait, ce que j'explique dans la postface, ce qu'on appelle un raisonnement panglossien, de Pangloss, le héros de Candide de Voltaire. En fait, c'est-à-dire tu pars de la conclusion pour arriver à ton introduction et tu élimines, en fait, tu mets de côté tout ce qui pourrait aller à l'encontre de ta conclusion. Et donc c'est un raisonnement en rebours, un raisonnement à l'envers. Et en fait, ils ont enquêté pendant plusieurs mois, mais les gens ne savent pas qu'en 1976, il y a le HSCA qui a été créé, le House Select Committee on Assassinations, sur l'assassinat de Martin Luther King et de JFK. Ils ont enquêté pendant 3 ans, ils ont réauditionné tous les témoins, ils ont éliminé, je ne sais pas combien, mais on va dire de 50% des témoignages qui avaient été validés par la commission Warren, parce qu'elle est dans le sens de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le public doit être convaincu que Oswald était le seul tireur. Et cette commission, au bout de 3 ans, a rendu sa conclusion. Il est impossible donc, que Lee Harvey Oswald ait été le seul tireur. Il y a eu un second tireur, et c'est pas pour ça qu'ils disent qui, etc. Voilà, que la CIA et le FBI ont manqué à tous leurs devoirs et en cachant des éléments qui auraient pu profiter à l'enquête, mais pas dans le sens où ils voulaient aller. Voilà, et donc ce HSCA extrêmement important, et les gens en fait ont complètement zappé ça ou ont oublié parce que voilà, mais en tout cas il y a énormément de témoins qui n'ont pas pu se présenter, et notamment la mafia qui devait se présenter, des membres qui ont été assassinés, comme le fameux Sam Giancana qu'on a retrouvé avec une balle dans la tête et 4 balles dans la bouche, c'est-à-dire c'est un signe, un code pour dire on ne parle pas. Sam Giancana qui était donc un mafieux très, très puissant, et surtout dont la maîtresse était aussi la maîtresse, Judith Campbell, était aussi la maîtresse de JFK. Il a écrit un livre que j'ai lu d'ailleurs qui s'appelle, qui est dans la bibliographie, Notre homme à la Maison Blanche, ça veut tout dire. Oui. Alors, Bernard, comment fais-tu de la couleur en noir et blanc? On peut pas. Ça marche pas. Non, le noir et blanc marche très bien. Mais parce qu'on a l'impression de voir des... Ah oui, mais c'est gentil, merci. On fait... Après, le dessin est réaliste. J'ai rajouté quelques... C'est pas un niveau de gris, mais j'ai mis des petits coups de brush comme ça
pour donner du volume, pour rendre le truc un peu vivant, un peu spontané. Mais sinon, le noir et blanc se suffisait, quoi. Au début, je voulais faire des aplats de gris un peu partout. Mais même ça suffit. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Non, le noir et blanc fonctionne bien, surtout comme ça, en grosse pagination. Je sais pas, bon après, il y a des exemples de beaux livres en couleur, Ouais. mais là, ça passe très bien, en fait. Je crois que ce dessin-là n'appelle pas la couleur, quoi. Est-ce que toi, tu le voulais vraiment au départ en noir et blanc? Pardon? Est-ce que tu le voulais vraiment en noir et blanc au départ? Ouais, non, je trouvais que c'était ça allait. Puis bon, déjà la couleur, ça a rajouté 3 ans, quoi. Mais le noir et blanc, non, je trouvais que ça collait bien déjà parce qu'en fait, on commence milieu 19e siècle, t'as les années 10, la prohibition, ensuite la crise de 29, la Seconde Guerre mondiale. Le noir et blanc va bien à l'histoire. Et pas beaucoup d'images en couleur de Kennedy, donc ça allait très bien. Puis bon, après c'était aussi, on s'est dit si on fait en couleur, le bouquin on va mettre 5-6 ans à le faire, ça fait trop long après même pour nous, quoi. Je veux dire, je trouve que ça colle super bien. Et puis après on s'est dit, parce qu'on n'est quand même on n'est pas plus bête que d'autres, on s'est dit la bombe, c'est noir et blanc, ça a bien marché, voilà, c'est quelque chose qui passe, quoi. On peut pas non plus. C'est ce style un peu de comics années 50, ce style-là, ce style de dessin, qui fait qu'on le comprend bien en noir et blanc. Est-ce que ton scénariste est intervenu pour te dire ce qu'il fallait pas faire sur le dessin? Non, quasiment pas. Franchement, j'interviens jamais, je trouve. Moi, je sais pas dessiner, j'ai pas à donner des conseils aux autres. Après, sur des fois ça peut être sur le découpage, puisque bon, il faut, voilà, parce que dans mon scénario, j'essaie de donner un certain rythme, et de la fluidité. Bon, je peux faire des remarques des fois sur tout, mais c'est très rare, quoi, très rare. Des fois, je t'avais dit, fais gaffe 2-3 fois, là, fais gaffe là, ceci, cela. Oui, comme sur 738 pages, 5-6 remarques. Comme Franck Marguin aussi, il avait son regard, il me disait, t'as les regards qui fixent pas bien les interlocuteurs. Bon, c'est des petites. Ça va, oui, non, mais par contre, en gros, non, j'ai pas eu de remarques. Ça s'appelle le professionnalisme. Et puis aussi, il y a aussi autre chose, c'est que alors, moi quand j'écris, quand c'est plus de romans graphiques comme Épouvantail par exemple, ou comme Kennedy, là c'est vraiment le gros roman graphique, parce qu'on appelle un roman graphique, c'est un terme un petit peu bobo, mais c'est pas. Voilà, bon, c'est pas un terme que j'aime forcément. Un gros bouquin, en fait, je découpe pas comme je peux découper page après page une BD qui fait 62, 70 pages, ou 80 pages, comme 9 par exemple chez Vergo. Je fais des découpages, case 1, case 2, et le dessinateur fait ce qu'il en veut, s'il veut grouper des cases, éclater des cases, etc. Là, par contre, j'écris plutôt en continuité dialoguée, un peu comme au cinéma, comme un scénario de cinéma, mais je ne dis pas case 1, case 2, case 3. Et là, c'est libre. J'estime sur chaque séquence, dans chaque chapitre, que ça va faire à peu près 15 pages, là, peut-être 18 pages. Et je ne me trompe jamais trop. Je ferme les yeux, j'essaie d'imaginer, en me disant que Bernard va faire plutôt de 5 cases par page. C'est ça, 5-7. Non, ça collait, ça collait. Ça collait, Voilà. Ça s'appelle le professionnalisme. Après, je pense pas que faire un deuxième tome soit nécessaire. Parce que tu expliques vraiment le clan Kennedy, mais est-ce que tu n'aurais pas peur de la redite? Non, parce que ce qui se passe ensuite est terrible. Pour moi, ce qui se passe ensuite est terrible, quoi. C'est-à-dire que, alors on dit, bon, Kennedy c'est Jack, mais on en a parlé avec justement l'universitaire américain. Son plus grand regret, et moi aussi, sauf que lui, bon, il est plus âgé, donc il se rappelle de tout ça. Il disait en fait que l'assassinat de Robert Kennedy le 6 juin 68 à Los Angeles a été terrible parce qu'il aurait vraiment fait un excellent président. On ne sait pas Kennedy est resté au pouvoir 1000 jours, JFK. Mais bon voilà, les historiens sont assez partagés sur les réussites ou pas de ces 1000 jours à la Maison Blanche. Bobby Kennedy, il était beaucoup plus fonceur, beaucoup moins prudent. Jack voulait toujours les avis des uns et des autres, etc. Et donc il y a l'assassinat de Bobby, et puis après il y a Edward, Ted, qui doit prendre la relève, et qui a cet accident de voiture à Chappaquiddick, là où il laisse mourir sa petite amie dans la voiture parce qu'il se barre, il est saoul et il prévient la police que le lendemain, donc elle a mis 1 heure à mourir, sa copine, ce qui ruine sa carrière politique. Il y a Jackie Kennedy aussi, Jackie qui va se remarier avec Onassis, donc l'armateur grec. Donc il déclenche une vague de scandales, de protestations aux États-Unis, elle a été insultée, etc. Et il aurait fallu qu'elle reste veuve toute sa vie, quoi. Donc il y a quand même encore beaucoup de choses. Et puis finir avec John, l'accident, celui qui doit encore prendre une fois le flambeau, la relève. Et quand on voit que celui qui prend la relève aujourd'hui, c'est Robert Kennedy Jr., le fils de Bobby, et qui est anti-vax, anti-science, anti-intelligence surtout, et qui devient ministre de la Santé de Trump parce qu'il lui amène des centaines de milliers de voix
parce qu'il s'appelle Kennedy. Ouais. Donc le nom parle encore. Oui, t'as encore de quoi faire. Ouais. Il y a encore de quoi faire, ouais. Puis je pense que c'est pas fini, ouais. Bon, si ça marche pas, on le fera pas. Si ça marche, moi, voilà, je me retaperai. Il y a quand même des bouquins que j'ai lus qui vont me servir, quoi, sur les 376 que j'ai lus. Mais pour cette BD, pour écrire ça. Mais il y en a quelques-uns que je lirai avec plaisir, parce que j'ai vraiment envie d'approfondir Bobby, quoi. Et Ted, ce flambeau, quoi, qui n'a pas été... Je dis toujours qu'en fait, les Kennedy n'ont pas assuré, n'ont pas relevé, pardon, le défi de l'hérédité. Ils n'ont pas été à la hauteur de leur père. Alors, qui a tué JFK? C'est pas moi. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas moi. C'est pas Bernard? Oui, c'est ça. Mais C'est pas toi. Bon. C'est bien que ce mystère plane encore pour toujours. C'est pas toi. Si, tu vois, t'es sûr. On peut tourner les caméras. Le diable est parmi nous. Non, alors si tu veux, j'ai pas de... Il y a de grandes chances quand même. Et ça, pour moi, mais je le dis pas forcément, mais ça me semble évident, mais je le fais comprendre à la BD, que c'est évidemment la mafia qui l'a assassiné. Ils n'avaient pas la logistique pour organiser de A à Z l'assassinat, donc ils ont été aidés par certains membres de la CIA, pas par la CIA en tant qu'entité, ils ont été aidés par certains membres de la CIA. Le FBI lui a tout fait pour qu'on valide la thèse de la commission Warren, c'est-à-dire un seul tireur. Et Hoover n'était pas forcément très fan des Kennedy, même si le père a travaillé pour le FBI, il a été une sorte de top pour le FBI. Donc c'est la mafia, oui, qui l'a assassiné, ça c'est évident. Qui a tiré, on ne sait pas, on ne saura jamais. Non. Tant pis. Merci beaucoup pour ce En fait, passé. je dis surtout, c'est pas un livre pour apprendre, c'est un livre pour comprendre. Comprendre comment on peut... Tu apprends aussi une histoire de l'Amérique. Oui, c'est vrai, oui. C'était une petite formule que j'ai comme ça, mais c'est vrai qu'on peut comprendre. Tu apprends aussi... Enfin, pour moi, c'est une partie de l'histoire de l'Amérique. Ah oui, c'est une grande partie. Oui, c'est sûr. L'Amérique 100 ans moderne. de l'histoire américaine de 1860, on va dire, à 1963. Ouais. Oui, parce que tu pourrais faire presque... Il était une fois Kennedy. Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, le deuxième chapitre commence avec Pearl Harbor, avec le discours de Roosevelt qui demande au Congrès de déclarer la guerre au Japon et donc par ricochet à l'Allemagne. Ouais. Bon, mais merci beaucoup. Ce temps passé avec nous. Merci à vous. Merci.